Donc la question c'est, faut-il prescrire des corticoïdes dans les encéphalites en réanimation? C'est les liens d'intérêt. Et donc, bon, quelques données d'introduction, parce que j'ai compris qu'on n'avait pas parlé de méningite ou d'encéphalite depuis le début de la journée. Donc l'encéphalite, c'est une maladie, enfin c'est un syndrome neurologique d'inflammation du parenchyme cérébral, le plus souvent de cause infectieuse, le plus souvent de cause infectieuse virale, et moins fréquemment, comme Jean-François le soulignait en introduction, de cause dysimmunitaire, donc une maladie potentiellement accessible à un traitement immunomodulateur. Donc ce qui fait la gravité, c'est les troubles neurologiques, le plus souvent fébriles, qui conduisent les patients en réanimation, avec parfois d'autres signes neurologiques, signes focaux, convulsions, qui font toute la gravité. Et donc, parallèlement à ça, on oppose, on peut comparer la méningite. On parle souvent de méningoencéphalite en réanimation, où l'inflammation, elle est là plutôt localisée dans l'espace sous-arachnoïdien. Elle est épidémiologiquement le plus souvent de cause virale, mais chez les formes graves, c'est bien sûr les méningites bactériennes qui nous posent problème. Et la distinction clinique entre méningoencéphalite bactérienne ou encéphalite virale à la phase aiguë, quand les patients arrivent pour troubles de conscience fébrile, n'est pas simple. Alors, on a eu la chance de pouvoir faire avec le soutien de l'ESIGM, coordonné par Jean-François et ICU Research, l'étude Eureka que vous avez peut-être eu l'occasion de regarder, qui fait un petit peu le panel sur le plan épidémiologique des méningoencéphalites graves de réanimation, en toutes causes confondues. Donc, les grands messages en introduction, c'est 40% de causes bactériennes. Des causes infectieuses, on va dire à LCR claires, qui sont dominées par les encéphalites virales, comme vous le savez. Un quart du camembert, entre guillemets, qui est des causes sans diagnostic étiologique retrouvées à la sortie de l'hôpital, ce qui est assez concordant avec le reste de la littérature, et puis des causes moins fréquentes, auto-immunes d'une part, et puis toxiques ou néoplasiques d'autre part. Alors, ça reste quelque chose qui est problématique, parce que malgré la réanimation et les traitements antimicrobiens, on a une mortalité qui est importante, 25% à J90, 50% de mauvais pronostics, toutes causes confondues. Et quand on regarde dans les lignes des catégories que je viens de décrire, on retrouve des pathogènes qui sont tout à fait classiques, en termes d'étiologie bactérienne, donc surtout du pneumocoque, donc c'est 60% des méningites bactériennes, surtout des virus type HSV, VZV pour les causes virales, et puis les causes auto-immunes les plus fréquentes, en tout cas les moins rares qu'on connaît. Donc c'est une épidémiologie qui est relativement calquée sur l'épidémiologie en population générale. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, donc les encéphalites virale ou suspectée virale pour la place des corticoïdes, c'est probablement peut-être une bonne idée, puisque c'est une maladie inflammatoire qui est liée à un virus qu'on peut traiter donc, possiblement par antiviral, mais qui, du fait de l'œdème cérébral, peut être potentiellement accessible à un traitement par corticoïde. Alors quand on parle d'œdème cérébral, il faut faire une distinction assez simple. On parle donc pour les maladies infectieuses surtout d'œdème vasogénique, donc ça c'est un capillaire cérébral avec la barrière hémato-encéphalique, et donc il y a un trouble de perméabilité, une extravasation de plasma riche en protéines, et donc c'est une sorte de fuite capillaire avec un œdème qui a des caractéristiques particulières, qu'on oppose classiquement à un œdème cytotoxique, qui est le gonflement de la cellule du fait de troubles ioniques essentiellement. Alors cet œdème vasogénique, donc les maladies infectieuses au sens large, donc abcès, méningite, encéphalite, peuvent se compliquer de ce type d'œdème. Comme je disais, donc, il prédomine dans la substance blanche, il est inflammatoire, et la place des corticoïdes, elle est discutée depuis, vous voyez, de nombreuses années dans les grandes revues. Alors, les arguments forts, c'est que c'est anti-inflammatoire, ça réduit potentiellement l'œdème et donc les complications neurologiques. Ça a un effet immunomodulateur, donc ça peut être très intéressant pour prévenir l'agression secondaire d'origine inflammatoire au niveau du parenchyme. Ça stabilise les membranes, et donc ça réduit l'hyperperméabilité à la phase aiguë, et puis ça a peut-être des propriétés neuroprotectrices, je vais y arriver, sur la récupération neurologique et l'atrophicité cérébrale. Et donc souvent on a peur de plein de choses, on a peur des infections associées aux corticoïdes, on a peur des effets secondaires, de la rétention hydrosodée, de l'immunosuppression induite, des troubles hydroélectrolytiques, donc ça c'est les effets classiques aigus des corticoïdes que vous connaissez. Et finalement, le message de ça, c'est quand on regarde, donc j'avais demandé à ChatGPT les effets secondaires des corticoïdes, donc ça va, c'est assez fiable, on retrouve ce qu'on a appris. Et ça, finalement, dans les études, on n'a pas l'impression, en résumé, que pour la neuroréanimation, c'est des choses qui sont forcément très retrouvées. Alors, quand on parle de corticoïdes, on peut aussi se demander quelles molécules on va préférentiellement choisir parmi les molécules disponibles. Donc,
quand on regarde finalement ce qui est publié, la molécule la plus utilisée, c'est la dexaméthasone, pour des raisons qui sont peut-être des raisons historiques ou des raisons pharmacologiques. Le pouvoir anti-inflammatoire, il est beaucoup plus fort que les autres glucocorticoïdes. Il n'y a quasiment pas d'effet minéralocorticoïde. Et donc, c'est quelque chose, comme ce n'est pas souhaité, c'est peut-être bien. Et surtout, ou peut-être aussi, ça a une demi-vie beaucoup plus longue que les autres corticoïdes de durée d'action immédiate disponibles par voie parentérale. Et donc, en pratique, c'est la molécule qui est la plus testée, comme vous le savez. Alors, ce n'est pas une idée très nouvelle, puisque quand on regarde des vieilles études, je fais un peu de littérature historique, hein, mais sur l'encéphalite herpétique, par exemple, hein, qui est donc l'encéphalite virale la plus fréquente, une étude qui avait montré la supériorité de l'aciclovir par rapport à un vieil antiviral, on voit dans cette étude, hein, de manière très observationnelle, qu'à peu près un quart à un tiers des patients sont exposés aux corticoïdes à la phase aiguë, essentiellement pour traiter cette inflammation, cet œdème cérébral. Donc, ce n'est pas une idée très nouvelle. Quand on regarde les arguments pour prescrire des corticoïdes dans cette indication, il y a des données observationnelles, donc c'est des petits collectifs de patients, c'est des études qu'il faut peut-être probablement prendre avec un peu de pincettes, hein, mais donc là, dans cette étude japonaise, l'administration de corticoïdes à la phase aiguë d'une encéphalite virale liée à l'herpès a été associée à un meilleur pronostic. Hein, donc le mode 1, c'est les corticoïdes ne sont pas administrés. Et donc, quand les corticoïdes ne sont pas administrés, vous avez un moins bon pronostic avec un OR qui est à 9, un intervalle de confiance qui est relativement large. Bon, cette étude, elle est régulièrement citée. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse vraiment soutenir une attitude de prescription forte dans cette indication. Ça, c'est une étude plus récente où ils ont regardé dans les encéphalites toutes causes confondues, donc infectieuses et immunitaires et autres, donc un petit peu le panel qu'on a dans Eureka. La fréquence de la prescription des corticoïdes, c'est à peu près un malade sur 2, comme vous voyez, donc c'est extrêmement fréquent. C'est surtout des patients qui sont graves, en réa, ventilés de manière invasive. C'est des associations univariées, hein, des patients qui se présentent avec une sévérité neurologique plus importante et qui ont des lésions œdémateuses à l'IRM. Donc, ça fait sens. Hein. Et quand on regarde la proportion de patients en fonction des étiologies, on voit que c'est surtout finalement les auto-immunes. 93% des causes auto-immunes reçoivent des corticos, mais pas que, puisque les causes virales est indéterminée. Vous voyez, c'est quasiment un malade sur 2. Là aussi, donc ça c'est une étude nord-américaine qui ne reflète pas possiblement exactement les pratiques qu'on a de l'autre côté de l'Atlantique. Alors quand on regarde, est-ce que cette prescription de corticoïdes dans cette cohorte a un impact pronostic? La réponse est plutôt non. On voit que l'œdème cérébral, c'est un facteur de mauvais pronostic neurologique à la sortie de l'hôpital, associé à d'autres choses, hein, c'est l'analyse multivariée classique en régression logistique, mais par contre les corticoïdes n'étaient pas associés, donc il y avait différents types de modèles. Régression logistique, propensity score, qui nous suggérait qu'il n'y avait pas de message thérapeutique fort issu de cette cohorte. Si on va à un niveau de preuve un petit peu plus élevé, donc dans les essais randomisés qui sont disponibles dans l'encéphalite herpétique, il y a 2 essais. Il y en a un qui s'est arrêté faute de recrutement il y a quelques années, qui est l'essai GASH. Il y a 20 malades, 19 exactement dans chaque bras. Dexaméthasone 4 jours, 10 mg x 4, versus placebo. Donc, évidemment, c'est arrêté prématurément et donc on ne peut pas vraiment conclure, mais sur ce qui est visiblement disponible en termes d'outcome, il n'y a aucun effet bénéfique. Ici, sur les rankings mesurés donc à 6 mois et 12 mois, la proportion de patients avec un bon pronostic, elle n'est pas différente dans les 2 bras de randomisation. Il y a une étude dont on devrait avoir les résultats la semaine prochaine, qui est l'étude DEX-ENCEPH, où il y a le même schéma de prescription versus placebo. Ce n'est pas que des patients de réanimation. 90 malades au total qui sont suivis pendant 1 an et demi, donc c'est quand même du long-term follow-up. Et je crois normalement que les résultats seront disponibles, sont présentés à Londres au congrès d'encéphalite la semaine prochaine. Donc voilà, je ne les ai pas, mais l'étude est terminée. Les méta-analyses sur donc, encéphalite virale et corticoïdes, donc beaucoup de données qui sont issues des cohortes sur l'encéphalite japonaise qu'on ne voit pas dans nos contrées, hein, donc en Asie du Sud-Est. Il n'y a aucun effet significatifs, des études qui sont essentiellement de petits effectifs. Il y a des données pour les encéphalites dits immunitaires qui sont, on va dire, de moins en moins rarement diagnostiquées, c'est une maladie fréquente quand même, sans rentrer dans le détail de la physiopathologie, donc c'est des anticorps qui sont pathogènes et qui peuvent justifier un traitement immunomodulateur. Donc on avait regardé, on a eu la chance de pouvoir regarder avec le centre de référence il y a quelques années donc l'impact de l'administration des corticoïdes et d'autres modalités sur l'outcome. Donc ça, c'était un travail qui avait été conduit avec le groupe.
qui montrait que c'était le seul facteur potentiellement accessible à une modification de traitement. Donc, c'était une donnée pronostique intéressante. Quand on regarde les méta-analyses des patients sur les modalités de traitement, corticoïdes seuls et autres modalités d'immunothérapie, donc immunoglobulines intraveineuses ou échange plasmatique, on a l'impression que les corticoïdes seuls, ça ne fait pas assez bien et que c'est les thérapies combinées, donc soit corticoïdes IGIV, soit corticoïdes et échange plasmatique, qui semblent être associés à un meilleur pronostic, une meilleure récupération à un an. Encore une fois, des données observationnelles, mais qui suffisent pour les experts à placer donc, les corticoïdes en frontline dans les guidelines comme traitement immunomodulateur de première ligne. Alors, si on regarde dans la cohorte Eureka, donc j'en profite pour montrer quelques slides d'un travail qui n'est pas encore publié, mais sur lequel on a déjà pas mal réfléchi, avec notamment donc, Marie qui a passé son desk là-dessus, où on a regardé donc, les méningoencéphalites à LCR clair issus de la cohorte Eureka, donc on a exclu un certain nombre de patients. 3 catégories, des causes virales, des causes auto-immunes et des causes indéterminées. Si on regarde la fréquence donc, de prescription des corticoïdes, on voit qu'il y a à peu près 20% des patients, toutes causes confondues, encéphalite à LCR clair, qui reçoivent au moins une fois un bolus de méthylprednisolone, que c'est plutôt les causes auto-immunes, ça tombe un peu sous le sens, mais que c'est parfois aussi associé à d'autres traitements beaucoup moins fréquents, donc des combinaisons méthylprednisolone, immunoglobulines et ou échange plasmatique. Alors, le message, il est pas complètement clair, parce que, évidemment, sur des données observationnelles, c'est les plus graves possiblement qui ont été traités par corticoïdes, mais en tout cas, l'association statistique, elle semble montrer que quand on a reçu des corticoïdes, on va moins bien à J90, mais c'est probablement lié à pas mal de facteurs confondants qu'on ne peut pas identifier. Simplement, en tout cas, la posologie, le délai de traitement, la durée de traitement semble moins fort en termes de message pronostic. Et quand on regarde, alors c'est peut-être une question un petit peu compliquée, mais l'impact de la thérapie, de l'immunothérapie, qu'elle soit donc absente, monothérapie ou thérapie combinée, on a l'impression qu'il y a une association ajustée sur les facteurs pronostiques habituels qui semble délétère, et possiblement parce qu'il y a des biais qui ne sont pas identifiés. Et ça, c'est un élément de discussion qui est important, je crois. Alors, moi, je me dis qu'il y a peut-être 2 questions. Le topo me permet un petit peu de recentrer la question. Il y a la question corticoïde pour encéphalite aiguë, ça c'est une question. Et puis ensuite, dans le sous-groupe de patients qui ont une cause auto-immune, est-ce que là, vraiment, la thérapie combinée donc, à des immunoglobulines ou à des échanges plasmatiques impacte le devenir? Et c'est peut-être en discernant ces 2 questions qu'on arriverait à préciser le message de ce travail qui est déjà bien avancé. Alors, pour les méningites bactériennes, en fonction du temps que j'ai, je vais aller très vite parce que, comme disait Jean-François, on a plus de données, finalement. On a des données qui nous suggèrent que, et c'est de rentrer dans les prescriptions, que c'est associé la dexaméthasone, par comparaison à un traitement anti-infectieux seul, à meilleur pronostic en termes de pronostic neurologique, en termes de mortalité. Ça semble essentiellement drivé par le sous-groupe des pneumocoques. Ça, c'est le message classique qu'on entend et qui est issu de cette publication, bien évidemment. Et ça semble aussi très pertinent chez les patients de réanimation, parce que quand on regarde en fonction de la sévérité neurologique à l'admission, notamment donc, sur le score de Glasgow, très simplement, on a l'impression que c'est ceux-là qui tirent, en tout cas, peut-être le bénéfice de cette prescription de corticoïdes. Alors ça, c'est bien rentré dans les pratiques en Europe occidentale, puisque les études d'implémentation montrent qu'on augmente la prescription de dexaméthasone. C'est avant, après cette étude. La mortalité, elle diminue. Le pronostic neurologique, il est meilleur. Il y a moins de mauvais pronostics neurologiques, il y a moins de séquelles auditives et manifestement pas plus de complications systémiques. Donc les Néerlandais en sont très contents. Les études de suivi à 15 ans, elles montrent une persistance du bénéfice en termes de survie. Donc les courbes sont très parallélisées après quelques années, mais c'est très joli à regarder. Et les méta-analyses, comme vous le savez probablement, elles montrent que l'effet sur la mortalité est essentiellement drivé par le pneumocoque. Il y a un effet positif sur les séquelles neurologiques indépendamment du germe et sur les séquelles neurosensorielles, donc c'est essentiellement la surdité. Et donc dans ces études qui poolent des études de niveaux différents sur le plan accès aux soins et aux plateformes de réanimation, il n'y a pas d'effet des corticoïdes, dans les pays en voie de développement, où beaucoup d'études sont faites, donc en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est notamment. Bon, donc ça c'est bien rentré dans les guidelines, et je pense qu'on peut avancer.
Une question qui se posait, c'était le bénéfice en termes de mortalité. Est-ce que c'est l'effet des corticoïdes sur le plan systémique ou est-ce que c'est un vrai effet neuroprotecteur? Donc, on n'a pas complètement la réponse, mais sur cette étude de cohorte où il y a 1800 patients, donc que avec des méningites à pneumocoque, et quand on regarde donc l'impact de la dexaméthasone, donc ça c'est observationnel, exposé, non exposé à la dexa en fonction de la cause de décès, on a l'impression que l'effet de la dexaméthasone il est significatif, quelle que soit la cause de décès, sachant que c'est très discutable possiblement dans certains cas, mais ce n'est pas que attribuable aux causes systémiques, comme ça avait été largement discuté il y a quelques années, suite aux études Princeps. Alors, dans Eureka, pour alimenter un petit peu la discussion, donc les corticoïdes dans les méningites bactériennes, dans le sous-groupe de méningites bactériennes, ça c'est une analyse supplémentaire qui avait été faite pour le reviewing. Donc, il y a 60% de méningites bactériennes qui sont liées au pneumocoque. Il n'y a que, entre guillemets, 68% des patients qui reçoivent des corticoïdes. Et une analyse de sensibilité qui ne retrouvait pas d'association statistique sur l'outcome AJ90 dans cette population particulière, qui mérite peut-être d'être discutée plus. Parce que ça faisait beaucoup tiquer certains reviewers, notamment, et possiblement à juste titre. Alors, rapidement pour terminer, donc les autres causes infectieuses, comme vous le savez, donc on a la méningite tuberculeuse ou les méningoencéphalites tuberculeuses avec des schémas de traitement qui sont très différents, beaucoup plus longs en termes de durée, pas en termes de posologie initiale, mais en termes de durée, sur des schémas de traitement qui s'étendent sur parfois plus de 8 semaines. Des bénéfices qui sont montrés en termes de mortalité sur le plan statistique, mais qui se font souvent au détriment, qui se font toujours quasiment au détriment des séquelles neurologiques, c'est-à-dire qu'on gagne de la survie, on gagne en décès, si j'ose dire, mais on perd en handicap, on a plus de handicap sévère, donc on sauve des vies au détriment de la qualité et du handicap fonctionnel. Donc ça, c'est une question qui est régulièrement débattue. Et puis dans des sous-groupes de patients qui sont on va dire précaires, en tout cas des patients ici donc infectés par le VIH, l'effet de la dexaméthasone par comparaison au placebo, il n'est pas négatif parce qu'il ne franchit pas le seuil de la significativité. Donc une étude qui est récemment publiée qui ne montrait pas de différence sur l'endpoint de mortalité à 12 mois, ni sur le handicap neurologique dans cette population. Donc, des choses beaucoup plus rares, donc les méningites fongiques, donc le cryptocoque, comme c'est des grosses études, je les montre parce qu'il y a beaucoup de données. Corticothérapie précoce versus placebo, il n'y a pas de différence en termes de mortalité à 10 semaines, qui était le critère du jugement principal. Et si on regarde un peu plus précisément donc, sur les pronostics neurologiques à 10 semaines et à 6 mois, il y a un message, un signal d'effet délétère du traitement sur la récupération neurologique. Et donc c'est pour ça que ce traitement n'est pas recommandé à la phase aiguë de la méningite à cryptocoque. Autre cause rare et débattue, la listériose, où on a des données donc, en France qui nous suggèrent, sur le plan observationnel et rétrospectif, que le fait de recevoir des corticoïdes à la phase aiguë est associé à une mortalité à 3 mois plus élevée, et ce, indépendamment des autres facteurs pronostiques, avec un OR qui est à 4,58. Donc, données multicentriques rétrospectives observationnelles, et puis une étude de cohorte des collègues néerlandais, donc toute gravité confondue, qui suggèrent, eux, exactement l'opposé, on va dire, que quand la dexaméthasone est donnée 4 fois par jour, pendant 4 jours, selon leur protocole habituel, ils montrent en analyse multivariée, au contraire, un effet protecteur, ici, sur le composite, donc séquelles neurologiques ou décès à J90. Donc des choses qui sont encore débattues et qui ne sont pas... sur lesquels on peut encore un petit peu avancer. Donc pour terminer, en termes de perspective, les corticoïdes, il y a quelques bonnes indications probablement, sur le plan infectieux, j'entends, qu'on a pu revoir, des contre-indications, en tout cas des non-indications, et puis des choses qui méritent probablement d'être précisées, donc les causes virales d'une part, et puis la listériose d'autre part. Et puis donc sur le plan des malades de réanimation, donc on essaie d'avancer sur une étude interventionnelle donc une étude où il y a deux niveaux de randomisation, donc c'est un petit peu compliqué à décrire en 2 minutes, mais en pratique, chez les patients qui viennent pour méningoencéphalite, toutes causes confondues, une des interventions serait de randomiser les patients selon 2 attitudes, dexaméthasone ou placebo, après avoir exclu, donc par une technique moléculaire rapide, soit les vraies indications, soit les contre-indications à la corticothérapie adjuvante, et puis voir l'impact de cette intervention sur le devenir chez les malades les plus graves. Donc ça a été resoumis en lettre d'intention.
Et j'espère que on sera amené à pouvoir soumettre la deuxième version du projet au début 2024. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je suis disponible pour les questions si vous voulez.